Bienvenue à cette dernière série de webinaires de la saison. Ce matin, on aura le plaisir d'entendre Olivier Asselin. Olivier a un doctorat en sciences de l'atmosphère et de l'océan de l'Université McGill. Ensuite, fait un postdoc de 3 ans à l'Institut Scripps d'océanographie à San Diego, portant sur les interactions entre l'atmosphère et l'océan. Et il a été embauché par Oranos depuis le mois de décembre dernier pour travailler principalement dans le projet InfoCru portant sur l'effet de l'occupation des terres sur le climat. Donc aujourd'hui, il va nous proposer un survol du rapport spécial du GIEC qui porte sur les interactions entre le climat et les terres. Et donc, je te laisse la parole, Olivier. Bonjour tout le monde. Un instant. Juste au moment que Martin est en train de commencer la discussion, mon Internet a lâché. Donc, je vais juste. Je me suis connecté sur mon téléphone. J'espère que ça va tenir. Donc, est-ce que vous voyez bien ma slide de présentation? Oui. Parfait. OK. Parfait. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents. Puis ça, comme Martin le mentionnait probablement, je vais vous parler du rapport spécial du GIEC, qui est en fond, qui traite spécifiquement de l'interaction entre les terres et le climat. Évidemment, c'est un rapport qui a comme 1500 pages, donc je ne vais pas tout résumer ça, mais j'aimerais surtout me concentrer sur, par exemple, certains billets qui sont peut-être un peu fatalistes qu'on entend souvent dans les médias. Donc, si comme je suis sûr, comme toutes les personnes qui sont présentes, vous êtes curieux à propos des changements climatiques et vous avez votre domaine d'expertise, donc vous ne pouvez pas lire tous les articles qui sortent sur le sujet. Donc, ça peut venir dur de se faire une tête sur tout ce qui se passe. Donc, j'aimerais peut-être rectifier certains billets qu'on peut avoir, des trucs qui peuvent être mal compris, et aussi discuter de façon critique des solutions climatiques qui sont liées à l'usage des terres. Donc, avant de parler de tout ça, je pense que c'est utile de faire un petit retour en arrière et essayer de comprendre comment on est venu à utiliser pratiquement le 3/4 de la surface de la planète et causer, et dans le fond, que l'usage des terres ait un tel impact que ça mérite un rapport spécial du GIEC. Donc, pour faire ça, j'aimerais retourner en 1960. À une époque où il y avait seulement 3 milliards de personnes sur la planète. Et depuis ce temps-là, la population a fait donc fois 2,5. La consommation de viande par personne a fait fois 2. Et donc, d'après vous, ça a nécessité quelle quantité, ça a nécessité quelle expansion de la superficie des terres? Est-ce que c'est fois 2, fois 5, fois 10? Je vous laisse peut-être juste y réfléchir une seconde parce que sachant que la viande typiquement nécessite beaucoup plus de superficie de territoire par calorie. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la superficie utilisée par les terres a uniquement cru de 15 et celle des pâturages de 8 Donc, c'est beaucoup moins qu'on aurait pu faire, qu'on aurait pu obtenir avec un calcul sur une napkin. Et bon, ça, avant tout, ça a été possible grâce à l'innovation. Donc, on a pu, grâce à l'invention de nouvelles espèces de cultures comme dans le blé et le maïs, on a pu vraiment augmenter notre productivité. Les infrastructures, la logistique, essentiellement la révolution verte qu'on appelle en agriculture. Mais ça, c'est venu aussi, ça a été nécessaire d'utiliser 9 fois plus d'intrants chimiques. Ça a été nécessaire d'augmenter, de multiplier par 2 la surface irriguée. Et bon, même si 15 de la surface cultivée, c'est pas tant, souvent ça s'est fait au profit des forêts. Donc, on a perdu beaucoup de forêts dans le processus. Et aussi, on a dû augmenter de beaucoup le nombre de têtes, entre autres les ruminants. Et tout ça, ça a causé plein de problèmes, comme vous êtes probablement au fait, donc dégradation des terres avec l'érosion, perte d'écosystèmes naturels, pollution de manière diverse, déclin de la biodiversité. Donc, si on fait un peu un résumé un peu défavorable de ce qui s'est passé dans les 60 dernières années,
on a essentiellement transformé un problème de démographie, de sécurité alimentaire en un problème environnemental. Puis en plus de ça, on a contribué à l'espèce de problème environnemental macro qui est les changements climatiques. Donc, la déforestation a occasionné beaucoup d'émissions de CO2. Comme vous savez, la digestion des ruminants est la source principale de méthane. Et aussi, leur fertilisant naturel crée beaucoup d'oxyde nitreux. Et aussi, tous les engrais chimiques qu'on épand sur les champs va causer des émissions d'oxyde nitreux, qui est aussi un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc, en somme, on a, en fond, que le secteur de l'agriculture, la foresterie et autres usages des terres a un impact qui est vraiment énorme sur les changements climatiques. Donc, à peu près la moitié de l'impact est dû au CO2, qui est surtout de la déforestation, destruction d'autres écosystèmes naturels. Mais on a aussi, en fait, les émissions de méthane qui sont presque aussi importantes et les émissions d'oxyde nitreux. Donc, tout ça pour dire Olivier, excuse-moi vraiment de t'interrompre, parce qu'il semble y avoir un problème technique. L'écran clignote. Là, présentement, c'est noir. Là, les diapos réapparaissent. Donc, OK. Quelque chose de ton côté. Ou peut-être essayer de départager et repartager tout simplement. Okay, je ne sais pas trop. Peut-être que l'autre de la réunion peut aussi nous aider. Est-ce que mon vidéo est correcte ou Ouais, Olivier, soit tu peux peut-être essayer de repartager, puis si ça ne fonctionne pas, si tu peux envoyer ta présentation soit à Martin, soit à moi, puis nous, on va peut-être partager notre écran. Peut-être ça marchera mieux. C'est peut-être ta connexion qui est comme faible. Tu sais que tu avais des problèmes au début. Oui, exact. C'est ça, je suis en ce moment sur mon téléphone. Ouais, c'est peut-être ça. OK. On va essayer. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Je vais envoyer immédiatement on va voir si ça fonctionne, puis dites-moi, gênez-vous pour et donc, c'est ça, je parlais du secteur d'agriculture foresterie. Le bilan global par rapport à toutes les autres activités, en fait, est vraiment important. Donc, vous voyez que l'agriculture, ça représente 24% de toutes les émissions globales. Donc, c'est presque aussi important que la production d'électricité. Donc, on parle souvent, par exemple, des Tesla, comme par exemple l'électrification des transports pour les personnes, mais ça représente environ peut-être 7% à l'échelle globale, tandis que l'agriculture foresterie, c'est pratiquement le quart de toutes les émissions. Et non seulement ça fait partie du problème, mais aussi des solutions parce que, en fait, les écosystèmes terrestres représentent près du quart de toutes, font la séquestration du quart de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Donc, environ 30% du CO2 est absorbé par les écosystèmes terrestres. Donc, c'est le puits principal de carbone. Donc, c'est essentiellement le seul qui ne cause pas un effet néfaste parce que le CO2 qui se ramasse dans l'atmosphère crée un réchauffement, le CO2 qui se ramasse dans l'océan crée de l'acidification, et tandis que le CO2 qui se ramasse dans l'écosystème terrestre, typiquement, va mener à une croissance des plantes. Donc, dans le reste de la présentation, dans le fond, si je vais diviser ça en deux parties. La première partie, je vais parler de cette interaction-là naturelle, plutôt naturelle, entre le climat et les terres et comment ça évolue avec les changements climatiques. Et dans la deuxième partie, je vais me concentrer sur les actions qui sont possibles. Donc, qu'est-ce que les humains peuvent faire pour venir atténuer les changements climatiques, donc atténuer les émissions et en même temps, si on veut, favoriser les puits de séquestration de carbone. Donc, on va commencer avec ce qui est facile. Bon, comme vous savez, les terres se réchauffent, la planète se réchauffe. Donc, on sait que depuis l'ère pré-industrielle, on a un réchauffement d'environ 1 degré. Ça, c'est une moyenne à l'échelle globale. Et par contre, lorsqu'on se concentre sur vraiment les continents, donc si on fait une moyenne sur les continents, on obtient un réchauffement qui est nettement supérieur d'environ 1,5-1,6 degrés Celsius. Et la raison pour laquelle on a une différence entre
les terres et l'océan, ce n'est pas à cause de l'inertie thermique. Donc, moi, c'est ce que je pensais. Je pensais que, étant donné que ça prend plus d'énergie pour réchauffer les océans, donc ça prenait plus de temps. Mais en fait, on se rend compte que lorsqu'on fait une simulation à l'équilibre, où on laisse, par exemple, les concentrations de gaz à effet de serre stables, sur le long terme, on obtient quand même un contraste entre la température des océans et des terres. Donc, vraiment, les deux raisons principales pour lesquelles on a ce contraste-là, c'est premièrement la différence en évaporation. Donc, de la même manière que durant l'été, on sue. Donc, c'est essentiellement, ce qu'on fait, c'est ce que notre corps fait, c'est poser de l'eau sur notre peau et c'est l'évaporation de cette eau-là qui nous refroidit. Et de la même manière, la planète se refroidit partiellement en utilisant l'évaporation. Et la grosse différence entre les océans et les terres, c'est que les océans ont essentiellement une quantité infinie d'eau à évaporer. Donc, tandis que les terres vont être limitées en eau. Et donc, ce qui va impliquer que, par exemple, dans les déserts, ça va souvent se réchauffer 2 fois plus vite que la moyenne du globe. L'autre grosse raison, c'est à cause des feedbacks entre la Terre et l'atmosphère. Le plus important de ces feedbacks, c'est l'amplification haute latitude. Donc, typiquement, par exemple, une image typique des hautes latitudes qu'on aurait, c'est des conifères avec une couverture de neige essentiellement saisonnière ou presque à l'année. Et évidemment, lorsque le soleil frappe la neige, beaucoup de réflexion. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de lunettes de soleil l'hiver parce qu'on a toute la réflexion de la neige. Et tandis que les conifères sont beaucoup plus foncés, donc vont plus absorber de lumière. Et donc, ça, c'est un peu encore équivalent à lorsque, si l'été, on se promène avec un T-shirt blanc, on va avoir beaucoup moins chaud que si on se promenait avec un T-shirt qui, par exemple, va à la forêt, qui est vraiment foncé, parce que ça l'absorbe directement les rayons du soleil. À la mesure que les hautes latitudes se réchauffent, ce qui va arriver, évidemment, c'est qu'ils ont une fonte de neige. Donc, c'est essentiellement comme si la Terre se vêtissait plutôt, si on veut, d'un T-shirt vert forêt. Donc, ça va absorber plus de rayons de soleil, donc ça accentue le réchauffement. Donc, première partie du feedback. Ensuite, le fait que les saisons s'allongent, donc avec la hausse de la température, va faire en sorte que les arbres vont se mettre à pousser plus au nord. Donc, ce qu'on observe, et en fait, se pousser plus au nord et donc masquer plus de neige, ce qui va mener en fait à une migration typiquement des arbres d'environ 50 mètres par année. Et en plus de tout ça, on a la fonte du pergélisol, la dégel du pergélisol dont on parle souvent. Par contre, juste pour peut-être rectifier, par exemple, moi j'avais cette idée-là, je sais que plein de personnes ont cette idée-là préconçue que le pergélisol, c'est essentiellement une bombe de méthane qui va nous sauter au visage. Par contre, dans le rapport du GIEC, c'est un peu plus mitigé. En fait, on se rend compte que le consensus qui émerge selon le rapport, c'est plutôt une fuite lente plutôt qu'une bombe. Donc, juste pour essayer de remettre ça en contexte, pour ceux qui ne sont pas familiers, le pergélisol, c'est en fait une couche souterraine de terre qui est gelée à l'année longue pendant au moins 2 années. Donc, c'est sous ce qu'on appelle la couche active qui, elle, va geler et dégeler au fur et à mesure que l'année progresse. Et donc, lorsque la Terre se réchauffe, ce sol-là qui est gelé va se mettre à dégeler. Et ça, c'est un peu équivalent à si je débranchais votre congélateur. Et là, la bouffe qui est à l'intérieur va commencer à se mettre à pourrir et à avoir des émanations, entre autres de carbone. Donc, la même chose se produit lorsque le pergélisol se dégèle. Donc, on va avoir des émissions de CO2 ou de méthane dépendant, par exemple, dans les endroits où il va se former des espèces d'étangs. Ça va asphyxier la vie là, donc ça va générer plus de méthane que de CO2. Par contre, la différence entre votre congélateur et le pergélisol sur la planète, c'est que le pergélisol contient 2 fois plus de carbone que l'atmosphère au complet. Donc, effectivement, si on relâchait, si cette matière organique-là se décomposait entièrement, ce serait absolument catastrophique. Et par contre, comme je vous disais, lorsqu'on fait les simulations, lorsqu'on voit, on inclut également, par exemple, le fait qu'il va y avoir une croissance de la végétation.
à mesure que la Terre se réchauffe aux hautes latitudes, qui va venir partiellement compenser ces émissions-là de pergélisol. On ne s'attend pas à un gros saut dans les émissions. C'est plus comme une fuite lente, indésirable de gaz à effet de serre. Mais ça, je vais mettre l'emphase sur le fait que ça dépend énormément du scénario d'émission. Donc, l'atténuation des changements climatiques ici est vraiment cruciale pour limiter les dégâts du pergélisol. Un autre aspect qui est parfois ce qu'on voit dans les médias peut venir un peu donner une idée un peu plus fataliste, si on veut, c'est les feux. Et donc, si vous êtes comme moi et vous lisez ce qui se passe dans les journaux un peu à propos du climat, ou même comme moi, je vivais sur la côte ouest l'année dernière, je pense qu'on pourrait vous pardonner de croire que la Terre au complet est en train de brûler. Par contre, lorsqu'on regarde une carte au niveau global, on se rend compte que la forte majorité, ici, vous avez la superficie brûlée à chaque année, en moyenne. On se rend compte que la majorité des feux provient en fait de l'Afrique et aussi un peu de l'Australie. Donc, c'est surtout des feux de savane, en fait. Donc, les feux de forêt, même au niveau des émissions, c'est pas beaucoup comparativement aux savanes. Et la tendance, en fait, est une tendance à l'expansion agricole en Afrique, aussi certaines gestions des feux, par exemple en Australie. Et on pense que c'est surtout ces deux effets-là, qui sont plutôt les trucs humains, qui ont mené à une diminution de 25 de la surface brûlée en 20 ans. Donc, avec le temps, dans les 20 dernières années, il y a eu une forte diminution de la surface brûlée, ce qui m'a vraiment surpris, en fait. Donc, c'est vrai que, en fait, comme probablement les médias le martèlent, que les forêts sont plus à risque avec le futur parce qu'à cause du réchauffement et aussi des sécheresses à certains endroits. Donc, ça peut favoriser les feux. Donc, c'est surtout les forêts tropicales, en fait, avec haut niveau de confiance. Donc, en général, lorsque je mets des parenthèses H ou M, ça veut dire haute confiance ou moyenne confiance, selon le rapport. Donc, les forêts tropicales, on a haute confiance que le risque va augmenter. Les forêts boréales, moyenne confiance. Mais en termes de projection complète au niveau du globe, là, c'est vraiment, on se rend compte que c'est presque plus une question humaine. Donc, comment l'urbanisation va évoluer, comment l'expansion agricole va évoluer, comment on va gérer les feux. C'est presque plus important que le climat. Dépendant, c'est vraiment incertain. Donc, là, on a parlé de la température, l'humidité. C'est aussi important de parler de la quantité de carbone dans l'atmosphère parce que ça a une influence vraiment importante sur les plantes. Parce qu'évidemment, les plantes utilisent le CO2 pour faire la photosynthèse. Donc, si vous avez un exemple d'une stomate, qui est une pore qui permet à la feuille d'une plante d'une part d'absorber le CO2 dans l'atmosphère. Donc, durant le jour, les plantes vont ouvrir leur pore pour laisser passer du CO2. Puis, un peu le trade-off qu'il y a, c'est que la plante, en faisant ça, va aussi perdre de l'eau, donc de l'eau qui provient de ses racines. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on augmente le CO2 dans l'atmosphère, la plante a moins besoin de laisser ses pores ouvertes longtemps, donc elle va perdre moins d'eau pour faire produire la même quantité de sucre via la photosynthèse. Donc, un effet net de ça, c'est que les plantes sont plus efficaces pour utiliser l'eau, donc ce qui les rend en général plus résilientes aux sécheresses. Ça va aussi favoriser leur croissance en général, pourvu qu'on n'a pas une limitation à cause de la lumière et des nutriments et des minéraux. Et c'est ça un problème potentiel, c'est que ça peut par contre favoriser certaines espèces mieux adaptées, mais qui sont potentiellement invasives. Donc, par exemple, en Afrique, il y a comme des buissons qui se propagent, qui n'ont pas nécessairement une utilité pour les populations locales. Et un effet négatif de ça, c'est qu'étant donné que les plantes puisent moins d'eau par leurs racines, vont absorber moins d'azote du sol, ce qui va faire en sorte que la plante va avoir une moins bonne valeur nutritive en termes d'acides aminés, donc de protéines. Donc, ce n'est pas que positif ou négatif, il faut prendre en compte de tout ça. Mais au point de vue global, ce qu'on observe, c'est en fait un verdissement. Donc ça, c'est une image satellite de 1982 à 2009
La tendance en Leaf Area Index, c'est essentiellement le couvert, si on veut, de feuilles. Et ce que vous voyez vraiment à l'œil, c'est que la plupart des endroits du globe voient un verdissement, donc une augmentation des feuilles de l'activité photosynthétique. Et, par exemple, dans les tropiques, c'est encore plus intense. Et on pense, dépendant de la région du monde, ça peut avoir des causes un peu différentes. Donc, par exemple, la fertilisation par le CO2 et par l'azote a vraiment un gros impact sur les tropiques. Tandis que, comme on voyait dans les hautes latitudes, c'est plutôt le réchauffement, donc l'allongement des saisons, qui fait en sorte qu'il y a plus d'activité photosynthétique. Dans d'autres régions, comme à l'est des États-Unis ou en Chine, là, il y a eu des plantations, de la reforestation assez massivement, donc ça va aussi jouer. Et tandis qu'il y a d'autres endroits où il y a pu avoir des sécheresses, là, on a pu avoir une légère diminution de l'activité photosynthétique, mais en général, c'est plutôt vert. Par contre, il faut faire attention parce que ce n'est pas nécessairement positif. Le fait qu'il y ait plus de photosynthèse, ce n'est pas nécessairement un indicateur de santé ou de biodiversité. Donc, encore une fois, ça peut être des espèces invasives ou ça peut faire en sorte que, par exemple, c'est un plant qui pousse, qui a moins de valeur nutritive, donc qui est moins bénéfique pour les humains et les animaux qui le mangent. À d'autres endroits, comme en Inde, on sait que le verdissement est beaucoup dû aussi à la fertilisation par engrais chimiques, donc ce qui fait en sorte que ça pousse plus. Mais bon, c'est peut-être pas quelque chose qui est nécessairement désirable au point de vue de pollution, par exemple. Encore une fois, les espèces invasives. Et peut-être que là, je peux parler un peu de l'expansion des déserts. On parle souvent du principe d'expansion des déserts. Et souvent, en fait, cette idée-là est surtout basée sur des indices d'aridité qui sont atmosphériques, donc qui dépendent de la température et l'humidité dans l'air. Donc, c'est vrai que dans beaucoup de régions, l'atmosphère devient plus chaud et plus sec. Par contre, récemment, il y a des articles qui ont sorti où ce qui utilisaient plutôt des indices qui étaient en relation avec les sols et la végétation pour déterminer essentiellement un indice de désert. Et lorsqu'on inclut la végétation, puisque les plantes sont plus efficaces pour utiliser l'eau, on n'a pas exactement la réponse. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plutôt une expansion qui peut être régionale des déserts dans certains endroits, tandis que dans d'autres endroits, les déserts se contractent. Et à l'échelle globale, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une expansion nette des zones arides. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a un chapitre complet qui est dédié en fait à la désertification. La désertification, ce que typiquement le rapport entend par là, que c'est de la dégradation des terres, donc c'est une perte de productivité pour les humains ou un effet néfaste sur la biodiversité. Et ça, souvent, on se rend compte que c'est plutôt dû à l'activité humaine, dans la manière dont les terres sont exploitées. Et le changement climatique est une amplification de tout ça. Donc, on peut peut-être en parler dans la période après. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont plus experts que moi là-dedans, donc on peut en discuter. Mais donc, si on fait juste un petit sommaire de ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que le puits de carbone terrestre dont on parlait a un futur incertain. Donc, d'une part, on a de la fertilisation par le CO2, mais d'autre part, la respiration est accrue. Donc, par exemple, le pergélisol, aussi en général, le métabolisme des organismes dans le sol va s'accentuer. On pense que ça va mener à plus de décomposition. Donc, ça, c'est vraiment les deux gros effets. On ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Dans les régions nordiques, on a un accroissement des saisons. En même temps, à certains endroits, on a des sécheresses. On ne sait pas exactement ce qui va se passer avec les maladies, les insectes ravageurs. Ensuite de ça, la façon que les humains gèrent les terres a vraiment une grande influence. Donc, c'est difficile de savoir dans quelle direction ça va aller. L'acclimatation des plantes, donc comment les plantes vont s'adapter au nouveau climat, qui sait. Donc, tout ça pour dire que quand on fait la somme de tout ça, c'est vraiment difficile de savoir si dans le futur, ce puits terrestre-là de 24 des gaz à effet de serre, est-ce qu'il va monter ou diminuer? C'est vraiment difficile à le dire pour l'instant. Et ce que le rapport indique, c'est que avec haute confiance, on pense que les tropiques vont être un moins bon puits de carbone, tandis que les zones tempérées et boréales risquent d'être un meilleur puits de carbone. Ça, c'est bien, sauf qu'on ne sait pas vraiment non plus quelle fraction du carbone les deux absorbent. Donc, pour l'instant, on pense que les zones tempérées et boréales absorbent un peu plus de carbone que les tropiques,
mais on ne sait pas dans quelle proportion. Donc, tout ça pour dire que le futur, on n'a pas vraiment d'idée exactement dans quelle direction ça va aller pour le puits de carbone. Donc, ce qui m'amène en fait à parler des actions qui sont possibles pour favoriser ce puits de carbone-là et en même temps atténuer les émissions. Et étant donné qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais en fait me concentrer sur des solutions qui sont vraiment majeures, qui ont un potentiel techniquement un potentiel de séquestrer jusqu'à ou en fait plus que 5 gigatonnes de CO2 par année, CO2 équivalent. Et ça, en fait, c'est environ 10% des émissions aujourd'hui, donc actuelles, par année, excusez-moi. 5 gigatonnes de CO2 équivalent par année, c'est environ 10% des émissions, par exemple, en 2019. Donc, première solution qui est peut-être qui sonne plate, qui n'est pas technologique, mais qui est plutôt probablement culturelle et logistique, c'est de gaspiller moins et de manger mieux. Je suis sûr que vous êtes au courant de ça. Les pertes post-récolte, c'est une première manière dont on a du gaspillage. En fait, c'est plus vraiment des pertes non désirées. Ça c'est plutôt dans les pays en voie de développement où c'est des problèmes plutôt de logistique, de transport, de réfrigération, de gestion de l'offre et de la demande, des instabilités en agriculture qui va causer des pertes avant que ça se rende aux détaillants ou aux consommateurs. Dans les pays plus riches, comme vous savez, c'est plutôt du gaspillage. Donc, gaspillage, c'est, par exemple, à l'épicerie, lorsque les détaillants ne veulent jamais manquer de quoi que ce soit. Donc, il y a une surcommande, les portions trop grandes en épicerie. Chez le consommateur aussi, lorsqu'on fait notre épicerie, puis finalement, on se rend compte qu'on gère mal notre épicerie, on jette de la bouffe. Donc, tout ça, et aussi l'esthétique, en fait, est vraiment importante au niveau du détaillant. Tout ça fait en sorte qu'on gaspille environ le tiers de toute la bouffe qu'on produit. Donc, entre le champ et notre bouche, il y a un tiers de toute la bouffe qui est gaspillée, qui n'est pas utilisée. Ça, on pense que c'est environ 8% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le mieux qu'on peut faire là-dedans, c'est plus on peut en faire dans ce secteur-là, mieux c'est. C'est vraiment un secteur où il y a beaucoup de progrès qui peut être fait. Ensuite, évidemment, je ne peux pas vous parler du climat et des tasses sans parler des habitudes alimentaires. Les produits animaliers, comme vous savez, ont une empreinte qui est démesurée dans le climat. Par exemple, le bœuf, une calorie de bœuf nécessite quelque chose comme 10 fois la superficie de terre que, par exemple, une calorie de soya ou de blé. Donc, plus on est capable de diminuer notre apport en viande, surtout en bœuf, en fait en produits qui proviennent des ruminants, plus on va être capable de diminuer notre empreinte écologique. Ensuite, toutes les solutions qui utilisent la nature comme allié ont vraiment un gros potentiel aussi. Premièrement, protéger les écosystèmes. Donc, les forêts, surtout les forêts tropicales, les milieux humides, elles sont des excellents réservoirs de carbone. La nature a pu évoluer durant les centaines de millions d'années, voire milliards, pour optimiser tout ça. C'est dur de s'imaginer que, par exemple, une monoculture peut contenir autant de carbone qu'une forêt naturelle. Ensuite, une de mes solutions favorites, c'est la séquestration du carbone par les sols, donc notamment par l'agriculture de conservation ou l'agriculture régénérative. Donc, c'est essentiellement des techniques qui vont venir minimiser les perturbations du sol, comme par exemple le labourage. Donc, on va minimiser, en fond, retourner les terres, parce que lorsqu'on retourne les terres, souvent, ça peut endommager ou tuer les réseaux de champignons qui sont en symbiose avec les racines. Donc, le but de ces pratiques-là, ça va venir vraiment essayer de dans le fond, redonner la santé au sol, recréer la symbiose entre les bactéries, les champignons et les racines. Parce que lorsque les plantes produisent du sucre avec la photosynthèse, en fait, elles relâchent jusqu'à 30-40% de leur sucre dans la terre pour nourrir ces autres organismes qui sont en symbiose. Donc, à mesure que le temps progresse, il y a de plus en plus de matière organique qui se ramasse dans les sols. Donc, si on peut minimiser l'érosion, typiquement, on peut gagner, en fait, on estime jusqu'à 0,4% de carbone dans la terre.
Et juste pour vous donner une idée de l'échelle, il y a une initiative qui s'appelle 4 pour 1000, donc pour ce 0,4% de carbone. On estime que si, dans une éventualité théorique, tous les champs agricoles de la planète utilisaient ces principes-là, on pourrait séquestrer jusqu'au tiers de toutes les émissions de carbone. Donc, c'est vraiment énorme comme contribution. Donc, ça vaut la peine d'utiliser cette avenue. Ensuite, l'agroforesterie aussi, encore une fois, c'est d'utiliser la symbiose entre certaines espèces d'arbres et certaines cultures, tout en faisant la séquestration carbone. Et aussi, vous avez probablement entendu parler de l'addition de biochar, qui est comme une espèce de petite maison pour micro-organismes qui peut, dans certains cas, augmenter la productivité, pas nécessairement partout, mais dans certains cas, augmenter la productivité tout en faisant la séquestration carbone. Donc, pour l'instant, je vous ai parlé de solutions que j'appellerais sans regret, c'est-à-dire que ces solutions-là ont un fort potentiel d'atténuation et elles nécessitent, ça c'est vraiment important, elles ne nécessitent pas de conversion des terres. C'est-à-dire que je n'ai jamais parlé de convertir, par exemple, un champ de maïs en une plantation de forêt, parce que là, à ce moment-là, ça pourrait avoir des effets néfastes sur la sécurité alimentaire, parce que là, ça ferait augmenter le prix du blé d'Inde. Aussi, dans les solutions que j'ai mentionnées, il y avait souvent des co-bénéfices, que ce soit pour l'adaptation, pour la biodiversité, diminution de la pollution. Et ça va en contraste avec les solutions que j'appellerais potentiellement regrettables, c'est-à-dire qu'elles ont aussi un fort potentiel d'atténuation, mais elles impliquent souvent de convertir les terres ou du moins de mettre de la pression sur les terres. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'est faire une plantation d'arbres qui remplace un terrain agricole. Donc, je ne parle pas d'une plantation où on va recréer la forêt où il y avait déjà de la forêt, par exemple, qui a été détruite ou qui a été utilisée pour la foresterie, mais planter des arbres où il n'y en avait pas auparavant. Et une autre utilisation, c'est par exemple la bioénergie. Donc, utiliser le maïs, par exemple, pour faire de l'éthanol, utiliser du bois pour faire la bioénergie. Donc, ça, c'est deux solutions que je jugerais de potentiellement regrettables, qui peuvent ne pas être regrettables, mais qui peuvent l'être. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que le rapport du GIEC met une emphase vraiment énorme sur ces deux solutions-là. Et ça aussi, vous avez, dans le fond, ces trois graphiques pour trois scénarios, donc les SSP, les Shared Socio-Economic Pathways, 1, 2 et 5. Donc, trois scénarios qui permettent d'atteindre notre cible de 1,5 degrés Celsius. Et vous voyez, en fonction du temps, la quantité de la superficie de terre ajoutée ou diminuée pour chacun, pour, dans le fond, les cultures, les pâtures, le pâturage, bioénergie, les forêts et les terres naturelles. Donc, ce que vous voyez, c'est que dans la médiane pour pratiquement chacun de ces scénarios-là, c'est une augmentation de la bioénergie et des forêts de 5 à 10 millions de kilomètres carrés d'ici 2100. Donc, juste pour vous mettre en contexte, 10 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie du Canada. Donc ici, ce qui est à l'intérieur du scénario 1,5 degrés Celsius, ça implique des changements qui sont vraiment énormes. Donc, c'est important de se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de créer d'autres problèmes en faisant ça? Donc, commençons par la bioénergie. Bioénergie, on est tous familiers avec ça. L'exemple le plus classique, c'est un feu de foyer. Donc, on prend de la biomasse, donc du bois, on le brûle, ce qui produit du CO2. Et maintenant, l'idée, c'est que si je brûle autant d'arbres que j'en plante, en principe, on tient compte du transport, de la transformation et tout, on a des émissions nettes nulles de carbone. Tandis que ce que le rapport du GIEC propose, en fait, c'est de venir intervenir dans cette boucle-là et essentiellement d'aspirer le CO2 qui est produit lors de la combustion pour l'entreposer sous terre à long terme. Donc, ce qu'on appelle le BECCS, c'est-à-dire la bioénergie avec capture et stockage de carbone. Et c'est ça, à ce moment-là, c'est que potentiellement, on se ramasse avec des émissions qui sont nettes négatives de carbone. Donc, les arbres absorbent le CO2 et le CO2 finit sous terre. Donc, est-ce que c'est regrettable ou non? En fait, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser pour savoir.
Donc, voyons juste le principe en général. Donc, on prend le CO2 qui est dans l'atmosphère. Ça permet avec la photosynthèse de créer de la biomasse comme des arbres. Et là, on peut utiliser ces cultures-là ou ce bois-là ou ces résidus de foresterie pour, par exemple, créer de la bioélectricité ou des biocarburants comme l'éthanol. Et ce qui est intéressant, c'est que ces biocarburants-là peuvent permettre de diminuer les émissions du secteur du transport, par exemple l'aviation, le transport maritime, les remorques lourdes. C'est quelque chose qui est difficile à décarboner avec l'électricité. Donc, ça, c'est une option à court terme, au moins, d'utiliser le biocarburant pour décarboner tout ça. Et l'idée, c'est que lors de cette transformation-là vers la bioélectricité ou le biocarburant, on fait de la capture à l'émission et on fait du stockage géologique de ce carbone-là. Tout ça est bien beau, mais là, il faut se poser la question, est-ce que, premièrement, je suis en train de créer de la compétition pour les terres? Donc, par exemple, récemment, le Québec propose d'augmenter le taux d'éthanol à 15 dans l'essence. On a calculé que c'était quand même une fraction significative. Par exemple, si on voulait produire localement cet éthanol-là, ça nécessiterait une fraction significative du maïs qui pousse actuellement au Québec. Donc, si on utilise tout ce maïs-là pour faire de l'éthanol, on est en train de potentiellement hausser les prix du maïs, donc créer peut-être des problèmes de sécurité alimentaire. Donc ça, c'est un exemple de compétition des terres qu'il faut se poser la question. Peut-être que c'est désirable, peut-être pas, mais il faut certainement se poser la question. Ce n'est pas juste une question climatique, ça a aussi un impact sur la sécurité alimentaire. Il faut aussi compter le cycle de vie complet. Donc, il faut compter le transport, la transformation, l'efficacité énergétique dans tout le cycle. Il faut aussi compter, en fait, si on est en train de remplacer, par exemple, une forêt par un champ, il faut compter que la forêt contenait énormément de carbone avant. Donc, c'est un calcul qui est vraiment important de faire. Ensuite, souvent, ces cultures-là vont être des monocultures pour que ça fonctionne plus rapidement. Donc, il y a la question de pollution agrochimique, d'usage de l'eau, aussi de biodiversité, de dégradation des terres lorsqu'on fait des pratiques comme ça. Et aussi, c'est important de penser aux contraintes pour l'enfouissement. Donc, un peu comme les déchets nucléaires, il n'y a personne qui veut vraiment des déchets dans sa cour arrière. Donc, ça, c'est un défi qui est sociopolitique de pouvoir trouver une manière d'enfouir ce carbone-là qu'on capte. Et finalement, question de rentabilité, mais tant qu'on n'a pas un prix sur le carbone qui est suffisant, il y a moins d'intérêt pour les compagnies. C'est comme pas intéressant économiquement pour elles de faire de la captation de carbone. Tout ça pour dire qu'actuellement, on n'enfouit que 3,7 mégatonnes, ce qui est environ c'est même pas le millième du potentiel. Et la majorité de cette capture de carbone-là, en fait, est utilisée comme ce qu'on appelle le Enhanced Oil Recovery, donc ce qui permet en fait, de sortir de la terre encore plus d'hydrocarbures. Donc, on n'est pas vraiment en train de boucler la boucle ici. Maintenant, la solution classique de planter des arbres, c'est vraiment important. On en parle toujours. C'est un peu comme la solution par défaut qui vient dans la tête de tout le monde. La première question à poser pour savoir si c'est une bonne idée ou non, c'est en fait la latitude à laquelle on plante ces arbres. Où est-ce qu'on plante ces arbres-là? Donc, comme on a vu au début de la présentation, dans les hautes latitudes, en fait, l'effet dominant, par exemple, si on plante des conifères à un endroit où il y a de la neige à l'année, bien là, on vient diminuer significativement l'albédo, donc il y a plus d'absorption des rayons du soleil. Et typiquement, cet effet-là est encore plus important que l'absorption du CO2. Donc, ça va générer un réchauffement, en fait, typiquement lorsqu'on plante des arbres aux hautes latitudes, lorsqu'on masque, lorsqu'on cache de la neige. Par contre, si on est dans les régions tropiques, admettons qu'on peut trouver un endroit pour faire pousser des arbres, en fait, les effets de l'albédo sont plutôt négligeables. Et l'effet qui est dominant, outre le fait qu'on absorbe du CO2, c'est que les arbres augmentent l'évapotranspiration. Donc, comme je parlais du concept de transpiration l'été qui nous permettait de nous refroidir, bien, les arbres, en fait, sont vraiment puisent énormément d'eau par leurs racines et essentiellement transpirent, qui va venir refroidir les environs. Et dans les tropiques, ça, c'est un effet qui est dominant, en fait. Donc, non seulement les arbres absorbent du carbone, mais en plus,
leur transpiration permet de diminuer encore plus la température à la surface. Ensuite, encore une fois, il faut considérer la compétition par les terres, comme je vous l'ai répété. Donc, si on est en train de créer de la pression, par exemple, sur l'agriculture, ben là, il faut se poser la question si ça vaut vraiment la peine. Ensuite, encore une fois, la conversion des terres, est-ce qu'il faut compter le bilan carbone si on change un champ en une forêt? Et la robustesse, c'est vraiment un aspect qui est important. Donc, si je plante des arbres et le feu pogne dedans, ben, je viens comme un peu de rendre ça un peu inutile. Et même chose si, étant donné que je plante une monoculture, il y a une maladie qui se propage, puis ça crée de la mortalité, ben ça, c'est des aspects qu'il faut penser. Donc, est-ce que vraiment mon puits de carbone est robuste? Ensuite, la durée du stockage, donc le carbone d'une forêt mature, typiquement, est relativement neutre. Donc, lorsqu'on fait une plantation, le carbone est absorbé durant la croissance des arbres. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais avec ces arbres-là? Est-ce que je fais des cure-dents? Est-ce que je fais une maison? Donc, par exemple, si on fait de la construction, puis ça nous permet de remplacer du béton, de l'acier, c'est très bien. Et même le fait de l'utiliser le bois dans des matériaux de construction, ça permet de stocker le carbone pour toute la durée de vie du bâtiment. Donc, ça peut être intéressant. Et finalement, encore une fois, comme je parlais souvent, le type de plantation crée vraiment une différence. Donc, vous voyez cette petite image-là. Juste à l'œil, c'est comme évident que la quantité de biomasse ou de carbone qui est contenue dans une monoculture comme ça est largement inférieure à une forêt naturelle. Par exemple, une forêt tropicale où c'est juste complètement rempli de fougères d'arbres de différentes espèces. Donc, ça, c'est un truc important à prendre en considération. Donc, pour résumer tout ça, il y a comme un peu une hiérarchie. Ce n'est pas tous les arbres qui sont aussi bons en termes de climat. Donc, si on pouvait dire qu'est-ce qui est ce qui est préférable, en fait, c'est vraiment d'éviter le déboisement des forêts naturelles, surtout les forêts tropicales. Ensuite, la meilleure chose à faire, ce serait de reboiser et restaurer les forêts qui sont dégradées. Ensuite, ce serait de faire des plantations pour faire du BEX ou de la construction. Et en dernier recours, seulement, j'irais avec des monocultures aux hautes latitudes parce qu'encore, comme on voyait, même si ça a un effet positif sur le bilan de carbone, ça a un effet négatif sur l'albédo. Donc, en gros, ça peut réchauffer la planète. Et bon, on a parlé de plein de solutions comme ça, mais j'aimerais juste revenir, faire un petit recul et regarder avec une nouvelle perspective le problème. Donc ici, ça provient du bilan de carbone, un des bilans de carbone les plus récents qui a été publié. Donc, au-dessus de l'axe 0, on voit les émissions. Donc, en gris, c'est la combustion des hydrocarbures. En jaune, c'est l'usage des terres, donc surtout la déforestation, la destruction des milieux humides. Il faut aussi prendre en compte que ça n'inclut pas le méthane et le dioxyde nitreux. Donc, en termes de gaz à effet de serre, ça sera un petit peu plus haut. Et c'est ça, il y a 3 endroits où le carbone peut aller, comme je disais tantôt. Soit il va dans l'atmosphère, où ce qui cause un réchauffement climatique, soit il va dans l'océan, où ce qui cause de l'acidification, ou il se ramasse via la photosynthèse, se ramasse dans un puits terrestre. Et donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment surtout de l'usage des terres, comment on peut minimiser les émissions de ce secteur-là et comment on peut favoriser la séquestration via les puits terrestres. Et je pense que n'importe quelle personne raisonnable regarderait ça et se dirait, OK, est-ce que c'est le problème majeur ici? Je pense que cette image-là, ce graphique-là nous remet en perspective qu'il n'existe pas d'alternative à diminuer la combustion des hydrocarbures. Donc, on a bien beau utiliser toutes les solutions qu'on veut, remplacer des champs de maïs par des forêts pour essayer de séquestrer plus de carbone. Au bout du compte, notre jeu est relativement faible par rapport à la quantité d'hydrocarbures qu'on brûle. Donc, j'aimerais, avec tout ça, conclure. Premièrement, que le futur du puits carbone terrestre est incertain, surtout à cause de cette compétition-là entre la fertilisation par le CO2 et la respiration qui augmente. Ensuite, on a vu qu'il y a plusieurs solutions qui sont sans regret. Donc, c'est-à-dire que je crois qu'on pourrait adopter, même s'il n'y avait pas le bénéfice climatique, souvent, ça a plein d'autres bénéfices. Donc, aussitôt que pour les populations locales, ça a du sens de faire ça, je pense que ces solutions-là devraient être adoptées.
vigoureusement. Et je pense qu'il faut aussi être vigilant avec les solutions qui sont potentiellement regrettables. Donc, je ne veux pas être négatif à propos de la bioénergie et la capture de carbone. Je pense que c'est juste important de poser la question des autres impacts que ça a. Donc, ça peut faire partie certainement du bouquet de solutions qu'on a, mais il faut juste faire attention. Donc, ça pour revenir au fait que, comme je disais, dans les années 60, d'une certaine manière, on a transformé un problème de sécurité alimentaire. Donc, on avait le tiers de la population essentiellement qui était en insuffisance alimentaire. On savait que la population allait augmenter. Donc, on a pris ce problème-là de démographie et de sécurité alimentaire, puis on a essentiellement créé des problèmes environnementaux et climatiques. Et maintenant, la question, c'est pour notre génération et les générations futures, comment on peut prendre le problème climatique qu'on a et le régler sans en créer d'autres, par exemple, en créant des problèmes de sécurité alimentaire parce qu'on fait trop de plantations d'arbres qui remplacent des champs agricoles. Donc, ça, c'est vraiment comme une question à se poser. Et finalement, tout ça pour dire que, en dépit de tout ça, il n'existe pas de substitut à diminuer la combustion d'hydrocarbures, parce que c'est le gros joueur dans tout ce problème-là. Donc, je vais remercier certaines personnes à qui j'ai parlé qui n'ont pas vu mes slides, donc ce n'est pas de leur faute si j'ai dit un truc con, mais je vais quand même remercier parce que ça a été vraiment utile pour orchestrer tout ça. Donc, merci à tout le monde. Merci Olivier, c'était vraiment très intéressant. Puis on voit ici que le sujet là, des interactions entre le climat, l'occupation des terres, là, ça englobe vraiment beaucoup de composantes là, à l'échelle globale, puis aussi la composante humaine là, qui est très importante là-dedans. Donc, les questions, je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez peut-être mentionner votre nom si vous avez une question. Puis on va passer à tour de rôle ou un commentaire. Okay. Ben, en attendant, peut-être que je peux ouvrir le bal. J'avais brièvement parlé au départ là, que tu allais travailler tu travaillais dans InfoCru là, pour un projet d'occupation des sols. Donc, je ne sais pas si tu peux, en quelques phrases, là, résumer ce que tu vas faire dans ce projet-là. Oui, exact. Ben, c'est ça, je mentionnais, j'aurais pu en fait parler, lorsque je parlais de la plantation d'arbres, du fait que, dépendant où on plantait les arbres, selon la latitude, ça peut avoir un effet positif ou négatif sur la température. Donc, planter des arbres, c'est toujours bon. C'est pas toujours bon, mais c'est souvent bon pour la capture du carbone. Par contre, il y a aussi des effets, ce qu'on appelle biophysiques. Donc, j'ai parlé de l'albédo, donc du fait que le soleil était plus ou moins absorbé, dépendant de, si on veut, de la couleur de la surface. Et aussi l'évapotranspiration, donc de la même manière que nous, on transpire. Ça a un effet qui refroidit la surface. Il y a aussi le fait que, par exemple, les forêts vont créer de la rugosité, donc il va changer la manière dont les flux turbulents vont échanger de la chaleur. Donc, tous ces effets-là sont vraiment importants et sont pris en compte dans les modèles régionaux, comme le modèle, par exemple, que Uranus utilise. Et dans le projet, dans le fond, j'ai été engagé pour comparer les résultats du modèle d'Uranus à d'autres modèles climatiques régionaux parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une grosse différence dans la manière que ces effets-là sont tenus en compte dans les modèles. Donc, et ça, on veut utiliser ça aussi pour InfoCru parce que l'utilisation des sols aussi a vraiment un gros impact pour les inondations. Donc, c'est essentiellement. C'est intéressant de. Ben, en même temps, justement, là, on va explorer ici l'incertitude entre les modèles régionaux sur leur réponse à des changements dans l'occupation des sols. Tu as dit très bien dans ta présentation à quel point aussi le futur était incertain par rapport au puits de carbone de CO2. Donc, en effet, il y a beaucoup de travail intéressant à faire de ce côté-là. Donc, il y a une question ici de Normand Lévesque. À part le rapport du GIEC, est-ce que tu aurais des films documentaires à proposer? Films documentaires? Ben, j'ai trouvé en général que les films documentaires que j'ai écoutés étaient comme un peu trop simplifiés. Mais film documentaire.
j'ai pas vraiment d'idée de film documentaire. J'essaie de suivre, il y a plusieurs reportages qui se font par des journalistes qui sont vraiment excellents. Par exemple, Carbon Brief, ça a été une de mes grosses sources. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment excellent. Puis sinon, vraiment, tous les journaux ont des journalistes qui sont bons en environnement. Mais je n'ai pas vraiment de documentaire qui me vient en tête. Je pense que Patrick, il y avait l'air d'avoir une question. C'est ça, je n'avais pas vu cette fenêtre-là, excusez. Donc, oui, Patrick. Merci Martin. Oui, je suis content que tu mentionnes Carbon Brief. J'ai découvert ça aussi cette année, puis c'est vrai que c'est vraiment de la qualité ce qui est mis là, puis on apprend beaucoup de choses. J'ai bien aimé que tu parles des feedbacks, la question des feedbacks, entre autres, là, qui est impliquée avec les changements dans les terres, là, que ce soit provoqués par l'humain ou surtout en fait qui se fait naturellement, là, la migration vers le nord. La ligne des arbres. Mais je me demandais, je sais qu'il y a une couple d'années, j'avais regardé ça, les feedbacks, puis on parle toujours là, autant au-dessus de la mer de le Sea Ice Albedo Feedback, puis le Snow Albedo Feedback. Puis à un moment donné, j'avais vu un article de, je crois, Pitane, quelque chose comme ça, peut-être que tu le connais, en tout cas, qui disait c'est peut-être pas le feedback le plus important, même si c'est celui dont on parle le plus, le feedback le plus important, ce serait peut-être celui de Planck, en fait, le fait que dans le nord, mais pour une même quantité là, de rayonnement infrarouge renvoyé par l'atmosphère vers la surface, ben, il faut qu'une surface froide réémette beaucoup plus qu'une surface chaude pour compenser. Ben, en fait, se réchauffe beaucoup plus pour pouvoir compenser. Fait que le Planck feedback, en fait, était vu comme étant aussi, sinon plus important même que le Sea Ice ou le Snow Albedo feedback. Puis je me demandais si dans le rapport, puis là, il y en a d'autres mécanismes, là, effectivement, de transport d'énergie et de vapeur d'eau entre le nord et le sud. Puis est-ce que le rapport, est-ce qu'il y avait une section là-dessus sur les importances relatives des différents feedbacks physiques, puis essayer de positionner le célèbre CIS et Snow Albedo Feedback dans tout ça? Où est-ce qu'en sont les réflexions là-dessus? Il y a une section qui est spécifique au feedback que j'ai mentionné. Par contre, il n'y a pas un peu ce que aussi j'aimerais voir, vraiment une quantification de l'effet de, par exemple, c'est quoi l'effet vraiment de la végétation, c'est quoi l'effet de la neige, c'est quoi l'effet du pergélisol, c'est quoi l'effet de ce feedback de Planck-là. Entre autres, le feedback de Planck, je ne me rappelle même pas d'avoir lu dans le rapport, ça date quand même de deux années. Okay. Fait que je ne sais pas, j'ai pas, mais il y a une section que je pourrais t'envoyer qui est spécifiquement là-dessus. Mais il ne mentionnait pas, à ce que je me souviens, il ne mentionnait pas le feedback de Planck. OK. Bon, ben, merci pour l'info. Il y a une question de Nathalie Camilleris. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'essaie de démarrer ma vidéo pour vous saluer visuellement, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. OK, parfait. Donc, déjà, merci. C'est vraiment passionnant, la présentation. J'apprends déjà beaucoup. Donc, ma première question, c'était concernant la séquestration naturelle par les sols que vous avez mentionné. Moi, j'avais compris que donc, vous avez mentionné le charbon végétal, donc biochar. J'avais compris que c'était plutôt une action humaine. Est-ce que j'ai mal compris? Quand on parle de biochar, est-ce que ça peut être naturel, en fait? Donc, moi, j'avais compris que c'était vraiment une combustion particulière et que, en fait, c'était vraiment une action humaine. Oui, je vous avoue que je ne connais pas en détail le biochar, mais je sais que ça peut être fait, en fait, ça peut être une intervention humaine. Je sais qu'en Amérique du Sud, Amérique centrale, c'est une pratique qui fait vraiment longtemps qu'ils font. Je pense que, je ne sais pas en fait si quelqu'un peut parler à propos de ça, mais je sais que, mettons, aujourd'hui, c'est quand même possible de le faire lorsqu'on fait comme une combustion du bois, et ensuite on prend ce bois-là, puis on peut le mettre sous terre, sous forme d'espèce de Moi, je ne suis pas du tout une experte non plus. Moi, j'avais compris que c'était en effet une combustion qui est plutôt lente et qui permet en fait de moins projeter, de moins rejeter du CO2 dans l'atmosphère et du coup de le garder dans la portion qui n'est pas transformée en gaz et du coup la séquestrer dans le sol. Et c'était surtout ça. C'était par rapport au fait que moi j'avais compris que c'était pas une action naturelle, mais vraiment une action humaine.
C'est ça. Ben, c'est ça, ça fait partie des actions que les humains peuvent entreprendre pour. Fait au lieu de, mettons, qu'il y a un arbre qui tombe, par exemple, dans la forêt, au lieu de laisser l'arbre se décomposer, et c'est sûr qu'il va donner une certaine partie de son carbone au sol, mais aussi beaucoup va essentiellement se ramasser dans l'atmosphère. Donc, si on prend ce bio de bois-là, puis on fait une combustion qui est, je pense, c'est une combustion en minimisant l'oxygène, en faisant juste réchauffer l'arbre, puis sans émettre trop de CO2. Ensuite, on peut prendre le résidu de ça et le mettre sous terre. Dans certains sols, ça peut avoir un impact positif sur la symbiose. Mais en plus, ça permet essentiellement de cet arbre-là, au lieu d'avoir émis tout son CO2 naturellement dehors, mais il peut en fait être séquestré sous la terre. Exact. Maman, merci beaucoup. J'en profite pour demander, quand on parle de feedback, on parle bien de rétroaction positive en français? Oui, je pense que, je ne sais pas ce serait quoi le terme, j'avoue que je l'ai cherché, puis dans le rapport du GIEC, c'était pas trop clair. Mais ça peut être positif comme ça peut être négatif, dans le sens que n'importe quelle boucle d'accentuation, aussitôt qu'on pousse la boule dans une direction, on va continuer dans cette direction. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup. Encore une fois, bravo, c'est vraiment très, très intéressant. Merci. Merci. Le temps file, peut-être on a le temps encore un petit peu ici. Quels critères utilisez-vous pour définir les hautes latitudes où s'observerait la dominance de l'effet de l'albédo par rapport aux bénéfices de la séquestration du carbone de Frédéric Lewis? Ben, c'est vraiment une excellente question. J'ai pas une réponse claire à ça, sauf que à part le fait que ça serait surtout déterminé par la présence de la neige, en fait. Fait que dépendant où la couverture de neige est occupe suffisamment une grande partie des saisons, ben là, c'est dans le fond, c'est un effet, c'est un continuum, mais c'est pas comme à partir de cette latitude-là, là, c'est pas bon, puis en dessous, c'est bon. Mais c'est plutôt un continuum. Donc, merci beaucoup, Olivier. C'était vraiment très intéressant.